Cette leçon abordera les sujets suivants: la résistance, la diode, le transistor et le condensateur. Une résistance est un élément qui, implanté dans un circuit électrique, s'oppose au passage du courant. Suivant différents usages de la résistance, on retrouve différents symboles. La résistance fixe, la résistance variable selon la température, la résistance chauffante et la résistance variable mécaniquement. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les symboles pour voir les résistances. La résistance est utilisée notamment dans les capteurs. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Une résistance est un élément qui, implanté dans un circuit électrique, s'oppose au passage du courant. Suivant différents usages de la résistance, on retrouve différents symboles. La résistance est utilisée notamment dans les capteurs. Une diode est un composant électronique qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, appelé sens passant. En sens inverse, appelé sens bloquant, le courant ne passe pas. Le courant passe dans la diode à partir d'une tension minimale appelée tension de seuil. Dans le sens bloquant, si la tension est trop grande, elle atteint la tension de claquage. La diode est détruite à la tension de claquage. La diode est utilisée dans les systèmes suivants: les relais et le redresseur d'un alternateur. La diode Zener se distingue par un symbole différent. Dans le sens passant, la diode Zener se comporte comme une diode classique. Dans le sens bloquant, le courant ne passe pas. Mais au-delà d'une certaine tension, la diode devient passante sans être détruite. La diode Zener est utilisée pour protéger les systèmes électroniques des surtensions. La diode électroluminescente, appelée LED, fonctionne comme une diode classique. La LED s'illumine quand un courant la traverse. La LED est utilisée, par exemple, dans les feux de stop surélevés. La diode réceptrice, appelée LDR, fonctionne comme une diode classique, mais elle laisse passer le courant dans le sens bloquant lorsqu'elle est éclairée. La LDR est utilisée dans les récepteurs infrarouges de la gestion des ouvrants. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle diode émet de la lumière lorsqu'elle est traversée par un courant ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Une diode est un composant électronique qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, appelé sens passant. En sens inverse, appelé sens bloquant, le courant ne passe pas. Le courant passe dans la diode à partir d'une tension minimale appelée tension de seuil. Dans le sens bloquant, si la tension est trop grande, elle atteint la tension de claquage. Dans le sens passant, la diode Zener se comporte comme une diode classique. Dans le sens bloquant, le courant ne passe pas, mais au-delà d'une certaine tension, la diode devient passante sans être détruite. La diode électroluminescente, appelée LED, fonctionne comme une diode classique.
La LED s'illumine quand un courant la traverse. La diode réceptrice, appelée LDR, fonctionne comme une diode classique, mais elle laisse passer le courant dans le sens bloquant lorsqu'elle est éclairée. Le transistor est un composant électronique largement utilisé dans divers systèmes électroniques. Le transistor présente 3 connexions: la base, l'émetteur et le collecteur. Le transistor se comporte comme un relais. La base et l'émetteur forment le circuit de commande. Le collecteur et l'émetteur forment le circuit de puissance. Le transistor permet, pour une faible intensité entre base et émetteur, de commander une forte intensité entre collecteur et émetteur. Vous pouvez cliquer sur le bouton pour commander le relais. Le transistor possède les 2 fonctions suivantes: l'amplification d'un signal et le fonctionnement en relais. Le transistor est utilisé dans les systèmes électroniques. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le transistor se comporte comme un relais, la base et l'émetteur forment le circuit de commande, le collecteur et l'émetteur forment le circuit de puissance. Le transistor possède les 2 fonctions suivantes, l'amplification d'un signal et le fonctionnement en relais. Le transistor est utilisé dans les systèmes électroniques. Un condensateur est un composant capable d'accumuler des charges électriques. Il est composé de 2 surfaces conductrices. Le condensateur emmagasine une certaine quantité de courant. Lorsqu'il est alimenté, le condensateur se charge. Lorsque l'alimentation est coupée, le condensateur restitue l'énergie stockée. Le condensateur est utilisé dans les temporisations et dans la stabilisation du courant. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel est le rôle du condensateur ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Un condensateur est un composant capable d'accumuler des charges électriques. Lorsqu'il est alimenté, le condensateur se charge. Lorsque l'alimentation est coupée, le condensateur restitue l'énergie stockée. Le condensateur est utilisé dans les temporisations et dans la stabilisation du courant. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite. Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances sur les éléments de cette leçon. Pour cela, vous devrez valider chacune de vos réponses en cliquant sur le bouton Valider. Pendant le test, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous pouvez quitter le test à tout moment en cliquant sur le bouton Sommaire. Vous pouvez revenir à ce test quand vous le désirez. Cliquez sur le bouton Suite pour commencer le test. Quel type de résistance correspond à ces symboles ? Quel est le nom de chacune de ces diodes ?
Quel composant est utilisé dans la stabilisation du courant? Dans quel sens doit se trouver la diode pour laisser passer le courant? À quoi sert le transistor? Félicitations, vous avez réussi ce test. Cette leçon abordera les sujets suivants: les types de signaux électriques, l'oscilloscope. Il existe deux types de signaux électriques: le signal continu qui indique une tension fixe et le signal alternatif qui indique une tension variable. Un signal alternatif est caractérisé par deux valeurs qui sont liées: la période et la fréquence. La période est la durée d'une alternance complète du signal alternatif. La fréquence correspond au nombre d'alternances du signal par seconde. La fréquence s'exprime en Hertz. Un signal de 10 Hertz comporte 10 alternances par seconde. La période est donc de 0,1 seconde. Le signal tout ou rien est soit à l'état haut, soit à l'état bas. Il passe de l'état haut à l'état bas et vice-versa. Le signal carré à fréquence variable est un signal à deux états qui se répètent. Sur ce type de signal, seule la fréquence du signal change. Le signal carré à rapport cyclique d'ouverture, ou RCO, est aussi un signal à deux états qui se répètent. La fréquence du signal est fixe. Les durées des états haut et bas varient. Le signal sinusoïdal est un signal qui varie de manière continue. Ce signal possède deux caractéristiques: sa période et sa tension. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle est la période d'un signal de 1 Hz? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Il existe deux types de signaux électriques, le signal continu qui indique une tension fixe et le signal alternatif qui indique une tension variable. La fréquence correspond au nombre d'alternances du signal par seconde. La période est la durée d'une alternance complète du signal alternatif. Le signal tout ou rien est soit à l'état haut, soit à l'état bas. Il passe de l'état haut à l'état bas et vice-versa. Le signal carré à fréquence variable est un signal à deux états qui se répètent. Sur ce type de signal, seule la fréquence du signal change. Le signal carré à rapport cyclique d'ouverture, ou RCO, est aussi un signal à deux états qui se répètent. Le signal sinusoïdal est un signal qui varie de manière continue. L'oscilloscope permet d'observer et de mesurer des signaux électriques. La fonction d'oscilloscope est intégrée dans Clip. L'écran de l'oscilloscope comporte deux axes, un axe horizontal pour la mesure du temps et un axe vertical pour la mesure de tension. L'axe horizontal comporte 10 divisions. Chaque division comporte 5 graduations. L'axe vertical comporte 8 divisions. Chaque division comporte 5 graduations. Pour bien mesurer un signal, il faut afficher au moins une période complète du signal. Il est possible d'afficher correctement le signal en modifiant la base de temps. Ce signal a une période égale à 4 divisions et 2 graduations.
La base de temps est égale à 10 millisecondes par division, soit 2 millisecondes par graduation. La période est donc de 4 fois 10 millisecondes, plus 2 fois 2 millisecondes, soit 44 millisecondes. En modifiant la base de temps, vous ne modifiez pas le signal, mais juste son affichage. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour modifier la base de temps. On mesure la tension d'un signal avec l'échelle de tension composée de graduations verticales. Ce signal a une tension. Pour bien mesurer un signal, il faut afficher au moins une période complète du signal. Il est possible d'afficher correctement le signal en modifiant la base de temps. Ce signal a une période égale à 4 divisions et 2 graduations. La base de temps est égale à 10 millisecondes par division, soit 2 millisecondes par graduation. La période est donc de 4 fois 10 millisecondes, plus 2 fois 2 millisecondes, soit 44 millisecondes. En modifiant la base de temps, vous ne modifiez pas le signal, mais juste son affichage. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour modifier la base de temps. On mesure la tension d'un signal avec l'échelle de tension composée de graduations verticales. Ce signal a une tension égale à 2 divisions plus 2 graduations. Le calibre est égal à 5 volts par division, soit 1 volt par graduation. La tension est donc de 2 fois 5 volts, plus 2 fois 1 volt, soit 12 volts. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour modifier le calibre. Un signal peut apparaître instable sur l'oscilloscope. L'oscilloscope affiche le signal périodiquement sans événement déclencheur. La fonction trigger de l'oscilloscope permet de déclencher l'affichage du signal au moment désiré. Il existe 3 modes de déclenchement. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour voir les différents modes de déclenchement. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelle est la période de ce signal ? Quelle est la tension de ce signal ? Que doit-on ajuster sur l'oscilloscope pour afficher au moins une période complète d'un signal ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. L'oscilloscope permet d'observer et de mesurer des signaux électriques. L'écran de l'oscilloscope comporte 2 axes, un axe horizontal pour la mesure du temps et un axe vertical pour la mesure de tension. Pour bien mesurer un signal, il faut afficher au moins une période complète du signal. On peut l'afficher correctement en ajustant la base de temps. On mesure la tension d'un signal avec l'échelle de tension composée de graduations verticales. Un signal peut apparaître instable sur l'oscilloscope. La fonction trigger de l'oscilloscope permet de déclencher l'affichage du signal au moment désiré. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite.
Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances sur les éléments de cette leçon. Pour cela, vous devrez valider chacune de vos réponses en cliquant sur le bouton « Valider ». Pendant le test, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous pouvez quitter. Quelle est la fréquence d'un signal comportant 5 alternances par seconde? Quelle est la tension de ce signal? Quel est le type de chacun de ces signaux? Quelle est la période de ce signal? Que doit-on modifier sur l'oscilloscope pour stabiliser l'affichage du signal? Vous n'avez pas le niveau requis pour ce test. Vous n'avez pas le niveau requis pour ce test. Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances sur les éléments de cette leçon. Pour cela, vous devrez valider chacune de vos réponses en cliquant sur le bouton « Valider ». Pendant le test, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous pouvez quitter le test à tout moment en cliquant sur le bouton « Sommaire ». Vous pouvez revenir à ce test quand vous le désirez. Cliquez sur le bouton Suite pour commencer le test. Quelle est la fréquence d'un signal comportant 5 alternances par seconde? Quelle est la tension de ce signal? Quel est le type de chacun de ces signaux? Quelle est la période de ce signal? Que doit-on modifier sur l'oscilloscope pour stabiliser l'affichage du signal? Vous n'avez pas le niveau requis pour ce test. Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances sur quelle est la fréquence d'un signal comportant 5 alternances. Quelle est la tension de ce signal? Quel est le type de chacun de ces signaux? Quelle est la période de ce signal? Que doit-on modifier sur l'oscilloscope pour stabiliser l'affichage du signal? Vous n'avez pas le niveau requis. Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances. Quelle est la fréquence d'un signal comportant 5 alternances par seconde? Quelle est la tension de ce signal? Quel est le type de chacun de ces signaux? Quelle est la période de ce signal?
Que doit-on modifier sur l'oscilloscope pour stabiliser l'affichage du signal? Vous n'avez pas le niveau requis. Les écrans suivants permettront de... Quelle est la fréquence d'un signal comportant 5 alternances par seconde? Quelle est la tension de ce signal? Quel est le type de chacun de ces signaux? Quelle est la période de ce signal? Que doit-on modifier sur l'oscilloscope pour stabiliser l'affichage du signal? Vous n'avez pas le niveau requis. Les écrans suivants, quelle est la fréquence d'un signal comportant 5 alternances? Quelle est la tension de ce signal? Quel est le type de chacun de ces signaux? Quelle est la période de ce signal? Que doit-on modifier sur l'oscilloscope pour stabiliser? Vous n'avez pas le niveau requis. Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances sur les éléments de cette leçon. Quelle est la fréquence d'un signal comportant 5 alternances par seconde? Quelle est la tension de ce signal? Quel est le type de chacun de ces signaux? Quelle est la période de ce signal? Que doit-on modifier sur l'oscilloscope pour stabiliser l'affichage du signal? Vous n'avez pas le niveau requis pour ce... Cette leçon abordera les sujets suivants: l'identification des sources documentaires, la structure d'un schéma électrique, le contenu d'un schéma de principe appliqué. Plusieurs questions se posent lorsque vous devez contrôler un circuit électrique. Quel est le bon fil? Quel est le bon connecteur? Où se trouve le composant sur le véhicule? Les schémas électriques apportent les réponses à ces questions. Les schémas électriques se présentent sur deux supports: les notes techniques schémas électriques et visu schéma. Les deux supports contiennent la même information. Il est nécessaire d'identifier la version correcte des schémas électriques pour le véhicule concerné. L'identification se fait à l'aide de deux informations: le modèle et la date de fabrication. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Plusieurs questions se posent lorsque vous devez contrôler un circuit électrique. Les schémas électriques apportent les réponses à ces questions. Les schémas électriques se présentent sur deux supports: les notes techniques schémas électriques et visu schéma. L'identification se fait à l'aide de deux informations: le modèle et la date de fabrication. Les notes techniques schémas électriques et visu schéma contiennent les mêmes informations. Voici la structure des schémas électriques. Nous allons maintenant voir le rôle de ces chapitres. La schémathèque rassemble tous les schémas de principe appliqués. Le chapitre des boîtiers fusibles et relais représente et détaille les différents boîtiers fusibles et boîtiers relais présents sur le véhicule. Les plans d'implantation des masses représentent et localisent les points de masse présents sur le véhicule. Les nomenclatures reprennent et décrivent tous les connecteurs utilisés sur les câblages du véhicule. Les passages de câbles localisent les appareils, les connecteurs et les points de passage des câblages sur le véhicule. Les répertoires permettent d'identifier un organe, une masse ou la fonction d'un fil. Cliquez sur les différents chapitres pour voir leur rôle. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel chapitre permet de localiser un connecteur sur le véhicule?
Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les notes techniques schémas électriques et visu-schémas contiennent les mêmes informations. La schémathèque rassemble tous les schémas de principe appliqués. Le chapitre des boîtiers fusibles et relais représente et détaille les différents boîtiers fusibles et boîtiers relais présents sur le véhicule. Les plans d'implantation des masses représentent et localisent les points de masse présents sur le véhicule. Les nomenclatures reprennent et décrivent tous les connecteurs utilisés sur les câblages du véhicule. Les passages de câbles localisent les appareils, les connecteurs et les points de passage des câblages sur le véhicule. Les répertoires permettent d'identifier un organe, une masse ou la fonction d'un fil. Le schéma de principe est composé de nombreux symboles. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. En utilisant l'entête des schémas ou tétière, on identifie le bon schéma en fonction des aspects suivants. Le système à contrôler, dont la liste se trouve dans l'index des fonctions, et la définition et l'équipement du véhicule, dont les critères se trouvent dans le répertoire critères ou abréviations. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Renault utilise un code de couleur pour les fils afin d'identifier 4 états électriques fondamentaux. Le rouge identifie les fils et connecteurs. Renault utilise un code de couleur pour les fils afin d'identifier 4 états électriques fondamentaux. Le rouge identifie le plus 12 volts avant contact. Le jaune identifie le plus 12 volts après contact ou servitude. Le bleu identifie un circuit veilleuse ou des identificateurs. Et le noir identifie une masse franche. Les fils et connecteurs utilisent plusieurs couleurs. Des abréviations sont utilisées pour chaque couleur sur les schémas. Vous pouvez cliquer sur les flèches pour identifier les abréviations. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle couleur correspond à l'état plus 12 volts avant contact ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le schéma de principe est composé de nombreux symboles. En utilisant l'entête des schémas ou tétière, on identifie le bon schéma. Renault utilise un code de couleur pour les fils afin d'identifier 4 états électriques fondamentaux. Les fils et connecteurs utilisent plusieurs autres couleurs. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite. Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances sur les éléments de cette leçon. Pour cela, vous devrez valider chacune de vos réponses en cliquant sur le bouton « Valider ». Pendant le test, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous pouvez quitter le test à tout moment en cliquant sur le bouton « Sommaire ». Vous pouvez revenir à ce test quand vous le désirez. Cliquez sur le bouton « Suite » pour commencer le test. Sur quel support se trouvent les schémas électriques ?
Quelles couleurs sont associées à ces états électriques fondamentaux? Quel chapitre permet de localiser un point de masse sur le véhicule? Quelles informations sont essentielles à l'identification de la version des schémas électriques? Quel élément contient les critères d'équipement du véhicule? Vous n'avez pas le niveau requis pour ce test. Cette leçon abordera les sujets suivants: les contacteurs, les résistances variables, les capteurs inductifs et les capteurs piezo. Les capteurs sont des éléments qui transforment sous la forme électrique des grandeurs physiques qu'ils détectent. Les contacteurs sont des capteurs tout ou rien. Le changement d'état ouvre ou ferme un circuit électrique. Ce changement d'état du contacteur est causé par différents paramètres: la position, le niveau, la température ou la pression. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Les contacteurs sont souvent utilisés pour commander un témoin. Les contacteurs peuvent aussi donner une information à un boîtier électronique. Suivant le paramètre influençant l'état du contacteur, on retrouve différents symboles et différentes applications. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les applications. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les contacteurs sont des capteurs tout ou rien. Le changement d'état du contacteur est causé par la position, le niveau, la température ou la pression. Les contacteurs sont souvent utilisés pour commander un témoin. Les contacteurs peuvent aussi donner une information à un boîtier électronique. Suivant le paramètre influençant l'état du contacteur, on retrouve différents symboles et différentes applications. Les résistances variables sont des capteurs dont la résistance varie en continu. Ces résistances varient de deux façons: sous l'effet d'une cause mécanique, telle la position d'une commande, sous l'effet d'une cause physique, telle la température. Les thermistances sont des résistances dont la valeur varie avec la température. Il existe deux types de thermistances: les thermistances à coefficient de température négatif, ou CTN, dont la résistance diminue lorsque la température augmente, et les thermistances à coefficient de température positif, ou CTP, dont la résistance augmente lorsque la température augmente. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les graphiques pour identifier le type de thermistance. Voici une thermistance à coefficient de température négatif. Cette thermistance est montée en série avec une résistance interne du boîtier électronique. Le boîtier électronique
mesure la tension aux bornes de la thermistance. Lorsque la température est faible, la résistance de la thermistance est élevée. La tension mesurée par le boîtier électronique est donc élevée. Lorsque la température augmente, la résistance diminue. La tension mesurée par le boîtier électronique est faible. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour voir l'influence de la température sur la tension. La thermistance est utilisée pour mesurer la température. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et l'application. Le potentiomètre comporte une piste résistante avec deux connexions. Un curseur métallique se déplace sur la piste résistante. La résistance, mesurée entre le curseur métallique et une extrémité de la piste résistante, dépend de la position du curseur. Le rhéostat comporte une piste résistante avec une connexion. Le rhéostat fonctionne sur le même principe que le potentiomètre. Le potentiomètre est alimenté par deux fils. Le boîtier électronique mesure la tension entre le curseur et une extrémité de la piste résistante. La tension mesurée dépend de la position du curseur. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour déplacer le curseur du potentiomètre. Le potentiomètre est utilisé par exemple pour transmettre la position du papillon au boîtier d'injection. Le rhéostat est utilisé en série avec une résistance interne au boîtier électronique. Le boîtier électronique mesure la tension entre le curseur et l'extrémité de la piste résistante. La tension mesurée dépend de la position du curseur. Le rhéostat peut également servir pour faire varier l'intensité du courant traversant un consommateur. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour déplacer le curseur du rhéostat. Le rhéostat est utilisé par exemple pour modifier l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel élément comporte une piste résistante avec deux connexions et un curseur métallique ? Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel élément comporte une piste résistante avec deux connexions et un curseur métallique ? Quelle représentation correspond à une résistance à coefficient de température négatif CTN ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les résistances variables sont des capteurs dont la résistance varie en continu. Les thermistances sont des résistances dont la valeur varie avec la température. Le potentiomètre et le rhéostat
comporte une piste résistante. Un curseur métallique se déplace sur la piste résistante. Le boîtier électronique mesure la tension entre le curseur et une extrémité de la piste résistante. Le rhéostat peut également servir pour faire varier l'intensité du courant traversant un consommateur. Le capteur inductif utilise les principes de l'induction magnétique. La variation du champ magnétique dans une bobine crée un courant induit. La position du noyau par rapport à la bobine modifie le courant induit. Il existe deux types de capteurs inductifs, le générateur d'impulsion et le capteur à inductance variable. Le générateur d'impulsion comporte une bobine enroulée autour d'un aimant permanent. Si on approche une pièce métallique, on modifie le champ magnétique. La modification du champ magnétique crée un courant induit dans la bobine. Si on éloigne la pièce métallique, on crée un courant induit inverse dans la bobine. Le générateur d'impulsion est souvent utilisé avec une roue dentée. Quand une dent s'approche, le signal augmente. Quand une dent s'éloigne, le signal diminue. La fréquence et la tension augmentent lorsque la vitesse de rotation augmente. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour changer la vitesse de rotation. Le générateur d'impulsion est utilisé pour mesurer un déplacement, le plus souvent une rotation. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les applications. L'inductance est une propriété électrique d'une bobine. L'inductance dépend notamment du noyau situé au centre de la bobine. Le déplacement du noyau modifie l'inductance de la bobine. La bobine est alimentée par un signal alternatif. L'inductance de la bobine modifie le signal alternatif. En déplaçant le noyau, on modifie l'inductance de la bobine et donc le signal. Le boîtier électronique analyse le signal et en déduit la position du noyau. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour déplacer le noyau de la bobine. Le capteur à inductance variable est utilisé pour repérer la hauteur de caisse sur le système de suspension piloté. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel paramètre est détecté par un générateur d'impulsion ? Sur quel principe le générateur d'impulsion fonctionne-t-il ? Sur quel principe le générateur d'impulsion fonctionne-t-il ? Sur quel principe le générateur d'impulsion fonctionne-t-il ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le capteur inductif utilise les principes de l'induction magnétique. Le générateur d'impulsion comporte une bobine enroulée autour d'un aimant permanent. La modification du champ magnétique crée un courant induit dans la bobine. L'inductance est une propriété électrique d'une bobine.
Le déplacement du noyau modifie l'inductance de la bobine. En déplaçant le noyau, on modifie l'inductance de la bobine et donc le signal. Le boîtier électronique analyse le signal et en déduit la position du noyau. L'effet piezo se traduit de la manière suivante. Un cristal piezo produit une tension lorsqu'il est soumis à une pression. À l'inverse, une tension appliquée à un cristal piezo modifie son volume. Voyons maintenant deux types de capteurs piezo. Le capteur piezo électrique et le capteur piezo résistif. Le capteur piézoélectrique utilise l'effet piezo. Cliquez sur le marteau pour voir l'effet piezo. Un choc ou une pression appliquée sur le capteur piézoélectrique crée une tension aux bornes de ce capteur. Les vibrations appliquées au capteur piézoélectrique créent un signal aux bornes du capteur. Le boîtier électronique analyse ce signal afin de contrôler ces vibrations. Le capteur de cliquetis est un capteur piézoélectrique qui détecte les vibrations du moteur. Le capteur piézo-résistif utilise une autre forme de l'effet piezo. La résistance de la cellule piézo-résistive varie en fonction de la pression qui lui est appliquée. Le capteur piézo-résistif est composé d'une cellule piézo-résistive et d'un étage électronique. Le capteur piézo-résistif est alimenté par le boîtier électronique. Une variation de pression entraîne une variation de résistance de la cellule piézo-résistive. L'étage électronique transforme cette résistance variable en une tension variable. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour changer la pression. Le capteur piézo-résistif est utilisé pour mesurer une pression. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les applications. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle application utilise un capteur piézoélectrique ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Un cristal piezo produit une tension lorsqu'il est soumis à une pression. À l'inverse, une tension appliquée à un cristal piezo modifie son volume. Le capteur piézoélectrique utilise l'effet piezo. Un choc ou une pression appliquée sur le capteur piézoélectrique crée une tension aux bornes de ce capteur. Le capteur piézo-résistif est composé d'une cellule piézo-résistive et d'un étage électronique. Une variation de pression entraîne une variation de résistance de la cellule piézo-résistive. L'étage électronique transforme cette résistance variable en une tension variable. Le capteur piézo-résistif est utilisé pour mesurer une pression. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite. Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances sur les éléments de cette leçon. Pour cela, vous devrez valider chacune de vos réponses en cliquant sur le bouton Valider. Pendant le test, vous ne pourrez pas revenir en arrière.
Vous pouvez quitter le test à tout moment en cliquant sur le bouton Sommaire. Vous pouvez revenir à ce test quand vous le désirez. Cliquez sur le bouton Suite pour commencer le test. Quel signal est généré par le générateur d'impulsion si on augmente la vitesse de rotation? Quel paramètre ne cause pas de changement d'état d'un contacteur? Quel signal est généré par un capteur piézoélectrique? Quel paramètre est détecté par un capteur piézorésistif? Quelle représentation correspond à un rhéostat? Vous n'avez pas le niveau requis pour ce test. Vous n'avez pas le niveau requis pour... Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances sur les éléments de cette leçon. Pour cela, vous devrez valider chacune de vos réponses en cliquant sur le bouton « Valider ». Pendant le test, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous pouvez quitter le test à tout moment en cliquant sur le bouton « Sommaire ». Vous pouvez revenir à ce test quand vous le désirez. Cliquez sur le bouton Suite pour commencer le test. Quel signal est généré par le générateur d'impulsion si on augmente la vitesse de rotation? Quel paramètre ne cause pas de changement d'état d'un contacteur? Quel signal est généré par un capteur piézoélectrique? Quel paramètre est détecté par un capteur piézorésistif? Quelle représentation correspond à un rhéostat? Vous n'avez pas le niveau requis pour... Cette leçon abordera les sujets suivants: les capteurs à effet Hall, les capteurs à film chaud et les autres capteurs. Les capteurs utilisent divers principes selon les besoins de détection. Le capteur à effet Hall utilise le principe suivant. Un courant traverse une mince plaquette à effet Hall. Il n'y a aucune tension entre les faces de la plaquette. Si l'on soumet cette plaquette à un champ magnétique, une tension apparaît entre les faces de la plaquette. Le capteur à effet Hall est composé d'une plaquette à effet Hall et d'un étage électronique. Une cible vient modifier le champ magnétique au voisinage du capteur. Lorsque le champ magnétique n'atteint pas le capteur, le signal est à l'état bas. Lorsque le capteur est soumis au champ magnétique, le signal est à l'état haut. Le boîtier électronique analyse le signal et en déduit la position de la cible. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour modifier la vitesse de rotation. Le capteur à effet Hall est utilisé, par exemple, pour le repérage de la position de l'arbre à cames. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Que se passe-t-il si la vitesse de rotation de la cible sur un capteur à effet Hall augmente? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Un courant traverse une mince plaquette à effet Hall. Si l'on soumet cette plaquette à un champ magnétique, une tension apparaît entre ses faces. Le capteur à effet Hall est composé d'une plaquette à effet Hall et d'un étage électronique. Une cible vient modifier le champ magnétique au voisinage du capteur. Le capteur à effet Hall est utilisé, par exemple, pour le repérage de la position de l'arbre à cames.
Il existe un type de capteur thermique qui mesure les changements de température sur une surface. Le capteur à film chaud utilise le principe suivant. On chauffe une résistance avec un courant stable et cette résistance atteint une température stable. Un flux d'air sur cette résistance diminue la température de la résistance. Le courant traversant la résistance doit alors augmenter pour maintenir la température constante. La variation de courant correspond au flux d'air. Le capteur à film chaud est composé d'une résistance, d'un capteur de température et d'un étage électronique. L'étage électronique envoie un courant dans la résistance pour la chauffer. L'air traversant le capteur refroidit la résistance. L'étage électronique mesure le courant nécessaire au maintien de la température. L'information est transmise au boîtier électronique sous la forme d'une tension variable. Le capteur de température d'air permet d'affiner la mesure. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour modifier le flux d'air. Le capteur à film chaud est utilisé pour mesurer le débit d'air en entrée du moteur. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle information est transmise par le capteur à film chaud au boîtier électronique ? Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle information est transmise par le capteur à film chaud au boîtier électronique ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La variation de courant nécessaire au maintien de la température stable d'une résistance correspond au flux d'air. L'étage électronique du capteur à film chaud mesure le courant nécessaire au maintien de la température. L'information est transmise au boîtier électronique. Le capteur à film chaud est utilisé pour mesurer le débit d'air en entrée du moteur. Il existe un type de capteur thermique qui mesure les changements de température dans un fil. Le capteur à fil chaud utilise le principe suivant. Considérons une thermistance. Le boîtier électronique mesure la résistance de la thermistance. Le boîtier électronique envoie ensuite un courant dans la thermistance. La thermistance s'échauffe et plus particulièrement la partie non immergée. Le boîtier électronique mesure alors à nouveau la résistance de la thermistance. La différence de résistance dépend alors de la température de la thermistance et donc de la partie non immergée. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour modifier le niveau. Le capteur à fil chaud est utilisé notamment pour mesurer le niveau d'huile dans le moteur. Un autre type de capteur utilise les ondes sonores haute fréquence. Le capteur à ultrasons utilise le principe du sonar. Lorsqu'il est alimenté, le capteur à ultrasons envoie une onde haute fréquence. Cette onde se réfléchit sur les objets. Le capteur reçoit l'onde réfléchie et mesure le temps de parcours de l'onde. Cette information est alors transmise au boîtier électronique qui en déduit une distance. Le capteur à ultrasons possède plusieurs applications. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les applications.
Il existe un type de capteur sensible à la lumière, c'est la photodiode. La photodiode laisse passer un courant dans le sens bloqué quand elle reçoit une onde lumineuse. La photodiode transforme donc un signal lumineux en un signal électrique. Le signal électrique est transmis au boîtier électronique qui l'analyse. La photodiode est utilisée dans les récepteurs infrarouges de commande des ouvrants. Un autre type de capteur sensible à la lumière est la photorésistance. La résistance d'une photorésistance varie en fonction de la luminosité. La photorésistance peut être utilisée comme une thermistance. Sur certains systèmes, un étage électronique transforme la variation de résistance en signal à fréquence variable. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour modifier la luminosité. La photorésistance possède plusieurs applications. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les applications. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelle application utilise un capteur à ultrasons? Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelle application utilise un capteur à ultrasons? Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelle application utilise un capteur à ultrasons? Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelle application utilise un capteur à ultrasons? Quel principe le capteur à fil chaud utilise-t-il? À quel paramètre la photodiode est-elle sensible? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le capteur à fil chaud utilise une thermistance. Le capteur à fil chaud est utilisé notamment pour mesurer le niveau d'huile dans le moteur. Le capteur à ultrasons utilise le principe du sonar. Le capteur à ultrasons possède plusieurs applications. La photodiode transforme un signal lumineux en un signal électrique. La photodiode est utilisée dans les récepteurs infrarouges de commande des ouvrants. La résistance d'une photorésistance varie en fonction de la luminosité. La photorésistance possède plusieurs applications. Cette leçon est maintenant terminée.
Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite. Cette leçon abordera les sujets suivants: les résistances chauffantes, les relais, les électrovannes, les moteurs à courant continu et les moteurs pas à pas. Les actuateurs utilisent divers principes selon leur fonction. Les résistances chauffantes sont un premier type d'actuateur. Les résistances chauffantes utilisent le principe suivant. Une résistance convertit l'électricité en chaleur. Les résistances chauffantes sont principalement des thermistances à coefficient de température positif. L'alimentation des résistances chauffantes est temporisée et généralement commandée par un relais. La résistance chauffante possède plusieurs applications. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les applications. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les résistances chauffantes utilisent le principe suivant. Une résistance convertit l'électricité en chaleur. La résistance chauffante possède plusieurs applications. Un autre type d'actuateur est le relais. Le relais permet d'activer un consommateur de forte puissance à l'aide d'un courant faible. Le circuit de commande peut être activé soit par un interrupteur manuel, soit par un boîtier électronique. Un autre type de relais est le relais inverseur. Sur le relais inverseur, la position au repos de l'interrupteur du circuit de puissance permet d'alimenter un consommateur. Cliquez sur l'interrupteur pour activer ou désactiver le circuit de commande. Il existe également des relais à diode. Dans un relais classique, à l'ouverture du circuit, il y a création d'un courant induit dans la bobine. En branchant une diode en parallèle avec la bobine, ce courant induit est consommé par la bobine. Une deuxième diode est ajoutée pour protéger la diode de self contre les inversions de polarité. Vous pouvez déplacer la souris pour voir les composants du relais à diode. Les relais possèdent plusieurs applications. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les différents modèles. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le nom de ces diodes ? Quel est le rôle de la diode montée en parallèle avec la bobine d'un relais à diode ? Quel est le rôle de la diode montée en parallèle avec la bobine d'un relais à diode ? Quel est le rôle de la diode montée en parallèle avec la bobine d'un relais à diode ?
Quel est le rôle de la diode montée en parallèle avec la bobine d'un relais à diode? Quel est le rôle de la diode montée en parallèle avec la bobine d'un relais à diode? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le relais permet d'activer un consommateur de forte puissance à l'aide d'un courant faible. Le circuit de commande peut être activé par un interrupteur manuel ou par un boîtier électronique. Sur le relais inverseur, la position au repos de l'interrupteur du circuit de puissance permet d'alimenter un consommateur. Le relais à diode utilise une diode pour consommer le courant induit à l'ouverture du relais et parfois une autre diode de protection contre les inversions de polarité. Un autre type d'actuateur est l'électrovanne. Voyons l'électrovanne simple. L'électrovanne utilise le principe de base de l'électromagnétisme. Un courant traverse la bobine du circuit de commande. Le champ magnétique de la bobine attire le noyau. Le noyau, solidaire d'un clapet, se déplace, obturant ou non un circuit pneumatique ou hydraulique. Le retour en position repos est assuré par un ressort. Il y a deux façons de commander l'électrovanne. L'électrovanne peut être commandée par un signal tout ou rien. Dans ce cas, l'électrovanne n'a que deux positions, fermée ou ouverte. Vous pouvez cliquer sur le bouton pour commander l'électrovanne. L'électrovanne peut également être commandée par un signal carré à rapport cyclique d'ouverture ou RCO. Dans ce cas, l'ouverture de l'électrovanne varie en fonction du signal. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour commander l'électrovanne. Il existe un type d'électrovanne plus complexe. Cette électrovanne est équipée d'un potentiomètre de recopie. Ce potentiomètre est solidaire du clapet et permet au boîtier électronique de connaître l'ouverture réelle de l'électrovanne. Le boîtier électronique peut ainsi ajuster le signal pour obtenir l'ouverture désirée. Les électrovannes possèdent différents symboles et différentes applications. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les applications. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. À quoi sert le potentiomètre de recopie? Faisons maintenant un exercice avant de continuer. À quoi sert le potentiomètre de recopie? Faisons maintenant un exercice avant de continuer. À quoi sert le potentiomètre de recopie? Faisons maintenant un exercice avant de continuer. À quoi sert le potentiomètre de recopie? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. L'électrovanne utilise le principe de base de l'électromagnétisme. Les électrovannes peuvent être commandées par un signal tout ou rien. Dans ce cas, l'électrovanne n'a que deux positions, fermée ou ouverte.
Certaines électrovannes sont commandées par un signal carré à rapport cyclique d'ouverture ou RCO. Dans ce cas, l'ouverture de l'électrovanne varie en fonction du signal. Certaines électrovannes sont équipées d'un potentiomètre de recopie. Ce potentiomètre permet au boîtier électronique de connaître l'ouverture réelle de l'électrovanne. Un autre type d'actuateur est le moteur à courant continu. Le moteur à courant continu est composé des éléments suivants: un rotor, des bobines solidaires du rotor, des balais et des aimants permanents. Les bobines sont alimentées par les balais et subissent l'une après l'autre l'action du champ magnétique des aimants. Le rotor tourne. Le moteur à courant continu est souvent commandé par un relais. Le circuit d'alimentation peut comporter des résistances afin de faire varier la vitesse de rotation. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour commander les moteurs. Les moteurs à courant continu possèdent différents symboles et différentes applications. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les applications. Dans ce chapitre, nous avons les moteurs à courant continu possèdent différents symboles et différentes applications. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les applications. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le moteur à courant continu est composé des éléments suivants: un rotor, des bobines solidaires du rotor, des balais et des aimants permanents. Le moteur à courant continu est souvent commandé par un relais. Le circuit d'alimentation peut comporter des résistances afin de faire varier la vitesse de rotation. Les moteurs à courant continu possèdent différents symboles et différentes applications. Un autre type d'actuateur est le moteur pas à pas. Considérons un aimant monté sur un axe. Ajoutons un électroaimant. Si on alimente l'électroaimant, on crée un champ magnétique qui fait tourner l'aimant. En inversant la polarité de l'électroaimant, on attire l'autre pôle de l'aimant. Mais on ne peut pas prédire le sens de la rotation de l'aimant. Pour assurer une rotation dans le sens désiré, on ajoute un deuxième électroaimant. L'alimentation des deux électroaimants permet de contrôler la rotation de l'aimant. Le moteur pas à pas est piloté par un boîtier électronique. L'alimentation alternée de deux bobines permet de contrôler la rotation et le sens de la rotation. Les moteurs pas à pas possèdent différentes applications. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les applications. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Dans quelle position se trouve l'aimant ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le moteur pas à pas est piloté par un boîtier électronique. L'alimentation alternée de deux bobines permet de contrôler la rotation et le sens de la rotation. Les moteurs pas à pas possèdent différentes applications. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris.
vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite. Cette leçon abordera les sujets suivants: les boîtiers interconnexion, les liaisons intercalculateurs, le multiplexage. Les boîtiers interconnexion possèdent deux fonctions principales: la distribution électrique et la gestion électronique de certaines fonctions. Suivant le modèle et le niveau d'équipement du véhicule, il existe différents boîtiers interconnexion. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les différents boîtiers interconnexion. La plupart des véhicules possèdent deux boîtiers interconnexion. Un boîtier interconnexion habitacle situé dans l'habitacle et un boîtier interconnexion moteur situé dans le compartiment moteur. Un boîtier interconnexion peut contenir un certain nombre de fusibles remplaçables. Certains véhicules disposent de plusieurs boîtiers interconnexion assurant les fonctions fusiblage et relayage. Les relais ne sont pas toujours remplaçables seuls. Ils peuvent être dépendants du boîtier interconnexion. Le boîtier interconnexion peut assurer la gestion électronique de certaines fonctions. Suivant le modèle et le niveau d'équipement du véhicule, les fonctions gérées sont différentes. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les pictogrammes afin de voir les fonctions gérées. Lors du remplacement d'un boîtier interconnexion, il est nécessaire de le configurer par rapport au véhicule. Cette configuration dépend des paramètres suivants: la mise en place de certains fusibles et relais, la mise en place de certains shunts électriques et la configuration avec l'outil de diagnostic. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Parmi ces fonctions, laquelle n'est pas gérée par le boîtier interconnexion? Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Parmi ces fonctions, laquelle n'est pas gérée par le boîtier interconnexion? Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Parmi ces fonctions, laquelle n'est pas gérée par le boîtier interconnexion? Dans ce chapitre, nous faisons maintenant un exercice avant de continuer. Parmi ces fonctions, laquelle n'est pas gérée par le boîtier interconnexion? Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Parmi ces fonctions, laquelle n'est pas gérée par le boîtier interconnexion? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les boîtiers interconnexion possèdent deux fonctions principales, la distribution électrique et la gestion électronique de certaines fonctions. Suivant le modèle et le niveau d'équipement du véhicule, il existe différents boîtiers interconnexion. La plupart des véhicules possèdent deux boîtiers interconnexion, un boîtier interconnexion habitacle et un boîtier interconnexion moteur. Un boîtier interconnexion peut contenir un certain nombre de fusibles remplaçables. Les relais ne sont pas toujours remplaçables seuls. Le boîtier interconnexion peut assurer la gestion électronique de certaines fonctions. Suivant le modèle et le niveau d'équipement du véhicule, les fonctions gérées sont différentes. Lors du remplacement d'un boîtier interconnexion, il est nécessaire de le configurer par rapport au véhicule.
Sur les véhicules actuels, plusieurs systèmes peuvent avoir besoin de la même information, comme la vitesse du véhicule. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un capteur pour chaque système. Il suffit d'échanger l'information entre les calculateurs. Dans une liaison intercalculateur, le calculateur qui a besoin d'informations génère un potentiel. Le calculateur qui fournit l'information met ce potentiel à la masse sous forme de signal. Le calculateur qui a besoin de l'information mesure la tension sur le fil et en déduit le signal. La communication est unidirectionnelle. Différents signaux sont utilisés. Le signal change suivant le type d'information à transmettre. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les différents signaux. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Sur les véhicules actuels, plusieurs systèmes peuvent avoir besoin de la même information comme la vitesse du véhicule. Le calculateur qui a besoin de l'information génère un potentiel. Le calculateur qui fournit l'information met ce potentiel à la masse sous forme de signal. Le signal change suivant le type d'information à transmettre. Le nombre de systèmes électroniques sur les véhicules augmente. Le nombre d'informations à échanger augmente aussi. Le nombre de liaisons nécessaires à ces échanges s'accroît également. Le multiplexage permet de transférer de multiples informations sur une même liaison électrique. Le réseau électrique du multiplexage, appelé bus, est composé de deux fils nommés H et L. Ces deux fils sont torsadés, comme l'indique ce symbole, pour éviter l'apparition de parasites. Les mêmes signaux électriques sont transmis sur les deux fils, mais à l'inverse. Sur le réseau multiplexé, la communication est multidirectionnelle. Le protocole de communication utilisé sur les véhicules Renault est le CAN. Tous les calculateurs sont émetteurs et récepteurs. Les informations échangées sont émises périodiquement ou lors d'un événement. Un véhicule peut comporter plusieurs réseaux multiplexés. Un réseau principal, sur lequel sont connectés la majorité des calculateurs du véhicule, et des réseaux dits privatifs qui ne concernent que certains calculateurs. Le bon fonctionnement d'un réseau multiplexé de type CAN nécessite l'emploi de résistances de terminaison. Ces résistances permettent de stabiliser les signaux. Le réseau dispose de deux résistances de terminaison de 120 ohms chacune et intégrées à deux calculateurs. Ces résistances sont branchées en parallèle dans le circuit, lui conférant une résistance de 60 ohms. L'emplacement des résistances de terminaison varie selon le véhicule. À la sélection d'un véhicule disposant d'un réseau multiplexé, l'outil de diagnostic impose un contrôle de ce réseau. L'impossibilité de mener à bien ce contrôle indique la présence d'un problème électrique grave. À l'issue du contrôle du réseau multiplexé, l'outil de diagnostic indique les anomalies détectées sur un diagramme. Sur certains véhicules,
L'outil de diagnostic interroge les calculateurs reliés par la ligne de diagnostic K. Les calculateurs échangent entre eux des signaux tests sur le réseau multiplexé. Les calculateurs envoient ensuite leurs résultats à l'outil de diagnostic par la ligne de diagnostic K. L'outil de diagnostic affiche les résultats des contrôles sur différents écrans. Sur les véhicules où le réseau multiplexé est relié à la prise diagnostic, l'outil de diagnostic interroge directement les calculateurs. Si certains calculateurs ne répondent pas, il en déduit une défaillance. Certains calculateurs ne sont pas diagnosticables. Tous les véhicules ne disposent pas de l'ensemble des calculateurs. La liste des calculateurs présents est mémorisée dans 2 calculateurs. Ces calculateurs peuvent être différents suivant le véhicule. La configuration s'effectue à l'aide de l'outil de diagnostic. Une mauvaise configuration provoque des erreurs de diagnostic, mais pas de dysfonctionnement du véhicule. La réparation du réseau multiplexé est possible en suivant les méthodes de la documentation technique. Le réseau multiplexé est très sensible à la qualité des connexions et à la longueur des fils. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel élément assure le bon fonctionnement d'un réseau multiplexé ? Quelle est la conséquence d'une mauvaise configuration d'un réseau multiplexé ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le multiplexage permet de transférer de multiples informations sur une même liaison électrique. Le réseau électrique du multiplexage, appelé bus, est composé de 2 fils nommés H et L. Sur le réseau multiplexé, la communication est multidirectionnelle. Le protocole de communication utilisé sur les véhicules Renault est le CAN. Un véhicule peut comporter plusieurs réseaux multiplexés, un réseau principal et des réseaux dits privatifs. Le bon fonctionnement d'un réseau multiplexé de type CAN nécessite l'emploi de résistances de terminaison. À la sélection d'un véhicule disposant d'un réseau multiplexé, l'outil de diagnostic impose un contrôle de ce réseau. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite. Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances sur les éléments de cette leçon. Voici un récapitulatif. Cette leçon abordera les sujets suivants. Le rôle du signal DF, le fonctionnement du circuit de charge. L'alternateur crée l'énergie électrique nécessaire au système électrique du véhicule. Cette énergie sert aux tâches suivantes. Alimenter l'ensemble des consommateurs du véhicule et maintenir la batterie en bon état de charge. Sur certains véhicules, le circuit de charge est pourvu d'un dispositif particulier nommé signal DF. Ce signal, émis par l'alternateur, fournit l'information débit de l'alternateur. Le rôle du signal DF est de fournir l'information puissance disponible de l'alternateur.
Cette information permet d'éviter une consommation électrique du véhicule supérieure aux possibilités de l'alternateur pour privilégier la recharge de la batterie. L'information puissance disponible est transmise sur le réseau multiplexé. Cette information est utilisée par deux systèmes. Le système de climatisation, qui détermine le nombre de résistances chauffantes pouvant être alimentées. Le système d'injection, qui ajuste, si nécessaire, le régime de ralenti afin d'augmenter le débit de l'alternateur. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. L'alternateur crée l'énergie électrique nécessaire au système électrique du véhicule. Cette énergie sert aussi à recharger la batterie. Sur certains véhicules, le circuit de charge est pourvu d'un dispositif particulier nommé signal DF. Le rôle du signal DF est d'éviter une consommation électrique du véhicule supérieure aux possibilités de l'alternateur pour privilégier la recharge de la batterie. L'information puissance disponible est utilisée par le système de climatisation et le système d'injection. Le circuit de charge est composé des éléments suivants. L'alternateur, l'unité de protection et de commutation, UPC, l'unité centrale habitacle, UCH, le calculateur d'injection, le tableau de bord et le réseau multiplexé du véhicule. Le signal DF est transmis par l'alternateur à l'unité de protection et de commutation UPC. Le signal DF est un signal carré de type RCO, rapport cyclique d'ouverture. Le signal DF renseigne en permanence l'UPC du débit de l'alternateur. À partir de l'information débit fournie par l'alternateur, l'UPC calcule la puissance disponible. L'UPC transmet l'information puissance disponible sur le réseau multiplexé aux éléments suivants. L'unité centrale habitacle, UCH, pour la gestion des résistances de chauffage, et le calculateur d'injection pour la gestion du régime de ralenti. L'alternateur dispose d'une commande permettant l'allumage du témoin de charge. En cas d'incident, l'alternateur met à la masse un potentiel 12 volts APC fourni par l'UPC. L'UPC commande alors l'allumage du témoin de charge au tableau de bord par le réseau multiplexé. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le signal DF est un signal carré de type RCO, rapport cyclique d'ouverture, correspondant au débit de l'alternateur. À partir de l'information débit fournie par l'alternateur, l'UPC calcule la puissance disponible. L'UPC transmet l'information puissance disponible à l'UCH et au calculateur d'injection. L'alternateur dispose d'une commande permettant l'allumage du témoin de charge. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite. Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances sur les éléments de cette leçon. Pour cela, vous devrez valider chacune de vos réponses en cliquant sur le bouton « Valider ». Pendant le test, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous pouvez quitter le test à tout moment en cliquant sur le bouton « Sommaire ». Vous pouvez revenir à ce test quand vous le désirez. Cliquez sur le bouton « Suite » pour commencer le test.